Okay. Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ce soir pour le rendez-vous incontournable de la jeunesse juive engagée, RJM Radio Jeunesse Marseille. Le talk show d'opinion et de débat parfois musclé où les chroniqueurs défendent leurs idées, leurs points de vue, leurs positions toujours diverses et variées. Au menu de notre émission, c'est de l'actu, des débats, des coups de gueule, des infos, mais surtout des chroniques choisies et préparées par nos chroniqueurs maintenant aguerris. Des micros toujours plus nombreux autour de cette table extensible pour accueillir la parole des jeunes qui traitent les sujets qui nous concernent. Le média de la liberté d'expression pour la jeunesse militante et engagée, fédéré par le Fonds social juif unifié, le FSJU. Bonsoir à tous, je suis Benjamin Sidbon, coordinateur pour le Fonds social juif unifié, et ce soir RJM Radio Jeunesse Marseille. Chers amis, très heureux de vous retrouver ce soir. Je vais pas le dire encore une fois, mais là on pousse les murs ce soir. Et en plus de ça, on a des invités prestigieux, des invités officiels. Je suis là. Arrête. Pardon, Ça te dit quelque chose, Léo? Je Surtout que c'est en fait t'es concerné par le officiel. Ouais. Et il est connu depuis ce jour-là. Les amis, au menu de l'émission de ce soir, une minute coup de gueule préparée par Nono, ici présente. Bravo. Une minute dynamite préparée par Dina. On est étonné, mais c'est Dina. Une minute réseaux sociaux, bizarre, mais colle à l'actualité de ce soir. Pourquoi ? Parce que notre débat de ce soir, les réseaux sociaux sont-ils une plaie de notre époque ? On pourra débattre de sujets ce soir tous ensemble et je suis sûr que vous avez plein de choses à nous raconter. Une minute mémoire préparée par Jonas sur les enfants de la Verdière. Une minute culture préparée par Rachel. Encore une fois, nous sommes étonnés, mais why not ? Sur la nuit de cristal. Une minute e-sport, c'est le grand retour, hein. On repasse sur des minutes d'actualité comme on a l'habitude d'avoir dans cette émission. Et enfin, une minute promo, comme d'habitude, peut-être qu'on parlera d'un événement ou d'un autre, d'une convention ou d'une autre, on ne sait pas. En fait, tout le monde tient une minute en fait. Exactement. Si on tient bien le truc, là on est à 8 heures d'émission. Les amis, je vous propose d'abord de faire le tour de la table. Et alors malheureusement, on va pas pouvoir être galant ce soir, parce qu'on a un nouveau autour de cette table. Un invité prestigieux, comme je le disais, un invité officiel. Ruben Thiard, bonsoir. Bonsoir Ben, je suis ravi d'être avec vous ce soir durant cette émission. Bravo. Alors, faut bien parler dans le micro. Qui es-tu, cher monsieur ? Alors, je me présente, je m'appelle Ruben Thiard, je suis secrétaire général de l'UEJF. Ouais. Je suis développeur et je fais des études à l'INALCO. Incroyable. On pensait que l'UEJF était un travail à part entière et que tu faisais rien d'autre à côté, non ? Alors, c'est à part entière. Ouais. Heureusement, les journées sont de 24 heures, mais il n'y a pas assez d'heures. Mais en tout cas, on partage la journée en 3 Ouais. pour allier tout ça. C'est beau, c'est beau. Et donc là, toi, je travaille au bureau parisien, mais ce soir, tu es avec nous à Marseille, la ville lumière. Est-ce qu'on devrait comprendre quelque chose ? Pourquoi cette attraction vers cette ville magique ? Alors, je sais qu'on est à Marseille et que vous dites le bureau de Paris, le national, l'officiel, Ouais. tout dépend de où on se place. Moi, je suis au bureau national de l'UEJF, Ouais. officiel, Ouais. et je suis là parce que nous sommes à l'aube d'un énorme événement de l'UEJF national accueilli par la section de l'UEJF Marseille. Ouais. La semaine prochaine, la convention nationale de l'UEJF Waouh. qui arrive fort, vite et dans ces moments importants et on essaye de faire un gros événement de prestige. Je crois. Tu t'es fait virer aussi de la radio de Paris. Et ça faudra voir avec ceux de Paris. Ça. Bon, de toute façon, on me dit dans l'oreillette quand même qu'il y a une présidente ici en local qui voudrait aussi prendre la parole sur cette convention. Je sais pas si vous avez l'info, mais je pense qu'elle. J'ai des oreillettes, tout à fait. Monsieur Benamou, on ne vous présente plus, mais En chair et en Rolls. voilà, vous qui parlez souvent de l'UEJF officiel, Ouais. parlez-nous de votre ancien mandat de l'UEJF local. C'était un mandat très dynamique. Oui. Et pas dynamite comme Dylan. On a Qui a fait pas duré mal. 6 ans. à Qui a peu duré près. 6 ans, oui, parce que j'ai eu du mal à lâcher le pouvoir, Ouais. mais j'ai trouvé une pépite qui Waouh. s'appelle Eden. Oh, elle a bien fait de venir. Voilà. Et voilà, ça va être une très belle convention. Ouais. Et je lui fais toute ma gratitude et confiance en elle. Oula, Cola cavette. incroyable. Mais est-il drogué ? Nathan, bonsoir. Qui êtes-vous ? Oui, bonsoir. Nathan Sperling, journaliste à Radio JM par le FSJU en service civique. Bravo. Je suis aussi correspondant à la Provence et en études de journalisme à l'IEJ Marseille. Tu sais que j'ai énormément de super retours sur tes participations dans cette émission. Ah bon ? Ah, on me dit enfin quelqu'un qui travaille dans cette émission. Je dirais pas qui, mais... Écoute. Dina,
Alors, moi, c'est Dina Sebaoun, étudiante en droit, community manager de l'UEJF Marseille. Et voilà, toujours très heureuse d'être là et micro-d'or de cette émission. Et oui. Et oui. Bravo. Eden, bonsoir. Faut un micro pour parler, pour se présenter. Bonsoir. Qui es-tu? Eden, présidente de l'UEJF. On a une présentation Marseille. un peu écourtée, non, ce soir? Voilà, ça suffit. Hein. Non? Ah bon? Par ordre de... Finalement, je regrette tout ce que j'ai dit. T'as Et je plus suis de secrétaire. double diplôme? Si, c'est vrai. Je suis double diplômée en économie et en droit. On a eu peur. Et il y a encore 6 heures de ça, j'étais en master de droit privé. Oui, mais ça... Mais entre-temps, je me suis Il fut un désinscrite. temps. Cela ne regarde pas. Voilà, très bien. Merci. Et je suis secrétaire générale et trésorière de la section Florida. Ah, quand même. Bravo. Voilà. Super. En plus, il paraît qu'il y a des événements à la section Florida cette semaine. Non, en TK Florida. Mais non, c'est pas pareil. Ah, pardon. Il fallait pas. Ah, pardon. Madame, bonsoir. Bonsoir, Qui êtes-vous, chère madame? Noémie Gage, community manager du CRIF Marseille-Provence. Oui. Voilà. Non, je trouve que votre chaise est très rapprochée de la table, chère madame. Est-ce que vous essayez de cacher quelque chose? Non, Non, très bien. avec vous, Oui, monsieur Sidbon, on Oui. ne peut rien cacher. tout à fait. Ma femme me dit la même chose. Rachel, bonsoir. Bonsoir, moi c'est Rachel, je suis en 3e année de licence de droit du coup à Marseille. Je suis secrétaire générale de l'UEJF Marseille et VSC au FSJU. Bravo. Voilà. C'est clair, précis. Monsieur Jonas, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sidbon. Je m'appelle Jonas Seraf et je suis l'ancien responsable des AI de Marseille. Toi aussi, mandat de 6 ans. Ouais, mandat très très long. Voilà. Et dans la vie, qu'est-ce que vous faites, Et monsieur? non, même pas, en études de comptabilité, parce que c'est très long. Très bien. Merci pour cette présentation qui n'en terminait pas. Je vous propose de passer immédiatement à la minute coup de gueule. La minute coup de gueule de Nono. Minute coup de gueule préparée par Nono. J'ai décidé moi-même, de mon propre chef, d'intituler cette minute les collages décollés. Est-ce que je suis dans le vrai ou... Dans le vrai. Très bien. Bah, à vous la parole, chère En plein madame. dans le mille. Ouais, alors ce soir, je voulais adresser un message qui s'adresse du coup à celles et ceux qui s'amusent à décoller les affiches de nos otages, celles et ceux qui préfèrent se ranger du côté des terroristes du Hamas. J'aimerais vous remettre en tête quelques chiffres. À l'heure actuelle, 241 personnes sont retenues en otage à Gaza, 241 personnes dont 33 enfants, des enfants qui se retrouvent seuls, sans repères, sans mère et sans amour. Alors à ces personnes qui s'amusent à décoller ces affiches, sachez que vous n'arriverez pas à éteindre nos voix, vous n'arriverez pas à nous faire oublier ces noms et ces visages. Si la réalité est trop dure à regarder, alors baissez la tête quand vous passerez devant eux. Un mois après les faits, nous crions et dans des mois, des années et même des décennies, on continuera à faire entendre nos voix et surtout leurs voix et à raconter que d'autres comme vous étiez là pour les bâillonner une seconde fois. Si la cause des enfants palestiniens vous atteint-elle autant, pourquoi n'en est-il pas de même pour celle des enfants israéliens? Apparemment, certains ne savent plus comment dissimuler leur antisémitisme maladif. En tout cas, de notre côté, c'est notre fraternalisme sans faille que nous ne sommes pas prêts à dissimuler. On espère que dans quelques mois et quelques décennies, ils seront libérés quand même. Hein. Oui, bien Ouais. sûr. Évidemment. Et tu parlais peut-être d'une personne en particulier. Je crois qu'il y a une vidéo qui était virale sur les Madame réseaux. Pommier. Madame Pommier. Et la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Ah, ça c'est clair. Super. Sacré pomme. Sacré pomme. Les amis, je vous propose de passer immédiatement à la minute mythe, à la minute dynamite. À la minute Dina. Allez, dynamite. La minute dynamite. Dina, tu as décidé de nous parler des otages. Dynamite, nous t'écoutons. Voilà un mois qu'Israël est en guerre. En exactement 33 jours, Tsahal a détruit plus de 14 000 cibles dans la bande du Hamas et plus de 5 000 terroristes. Bien que Tsahal se montre fort et offensif, de nombreux civils souffrent et 241 sont encore retenus en otage. Parmi eux, on suppose qu'il y a 8 Français, ce qui devrait être révoltant, n'est-ce pas? Eh bien non, une bonne partie de la population française reste silencieuse au sujet de nos compatriotes retenus par ces terroristes. Qui ne dit mot consent, n'est-ce pas? En ce qui concerne la minorité bruyante, celle-ci est scindée en deux. D'une part, nous avons ceux qui protestent, prennent à partie les politiques et se démènent pour trouver des solutions afin de libérer les otages. D'autre part, nous avons ceux qui arrachent les collages ou pire, nient l'existence de ces otages.
Mais bon, c'est déjà vu quoi, de nier les souffrances des Juifs. Face à tout ça, je me pose une seule question. Où est passé notre esprit patriote ? Toute ma vie, j'ai entendu liberté, égalité et fraternité. Mais où est la fraternité quand dans les citoyens français, on ne se soutient pas dans les moments aussi durs ? Je veux bien entendre et débattre avec des personnes qui critiquent le pouvoir israélien et dénoncent le Hamas. En revanche, jamais nous ne pourrons discuter avec des personnes qui du fait de leur silence ou de leurs actions, légitiment les actions barbares des terroristes. Pour pallier à cette collaboration insupportable, que fait-on ? Des collages ? Ceux-ci, une fois posés, se retrouvent arrachés. Si ce n'est pas par des civils, ils seront arrachés par Sophie Pommier, ex-contractuelle du Quai d'Orsay. On peut aussi manifester ou se rassembler. Oui, mais beaucoup ont peur au vu du climat anxiogène qui nous force à retirer nos magaines. Évidemment, il ne faut pas céder à la peur. Il nous reste alors, à mon sens, 3 choses à faire pour soutenir notre terre. Il faut d'abord prier pour la libération des otages, prier pour que nous soyons toutes et tous loin de ces événements qui hantent nos esprits depuis le 7 octobre. Ensuite, nous pouvons récolter des fonds et si possible partir faire du bénévolat en Israël. Par ailleurs, l'UEJF Marseille se mobilise depuis le début de la guerre. Nous sommes présents au rassemblement, soirées de gala, et nous organisons des collages et des voyages humanitaires en Israël grâce au FSJU. Je vais conclure avec la même tournure de phrase que j'utilise dans mes chroniques depuis le début de cette guerre, car le mot d'ordre ne change pas. Il faut rester fort, se mobiliser, et ce n'est que comme ça qu'Israël sortira vainqueur de cette guerre. Alors continuons d'y croire et crier Am Israël Chai. Bravo Dina et merci pour cette préparation. Je vous propose de passer à l'introduction de notre débat. Donc encore une fois, le débat de ce soir, les réseaux sociaux sont-ils la plaie de notre époque ? Et pour ce fait, je propose de donner la parole à Eden qui revient sur un hashtag qui est maintenant devenu viral, mais on ne sait pas si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, nous t'écoutons. Eh bien écoutez, fin octobre, on recensait entre presque 900 actes antisémites en France. Et donc du coup, on a eu dès le 2 novembre un hashtag « Je suis juif » qui a été élaboré pour défendre et pour soutenir les citoyens de confession juive qui sont devenus des cibles en France. D'ailleurs, l'écrivaine Rachel Kahn a partagé un slogan sur X, anciennement Twitter. « La France a un rendez-vous avec son histoire, un rendez-vous urgent avec sa devise, un rendez-vous impérieux avec la fraternité. Il s'agit en fait d'un moment de vérité pour la République avec tout ce que nous sommes. » Et elle a accompagné sa publication d'un logo qui rappelle le hashtag « Je suis Charlie » avec des couleurs plutôt noires et grises. On a aussi eu l'apparition de ces hashtags après le meurtre de Samuel Paty, hashtag « Je suis prof » ou hashtag « Je suis Samuel Paty ». En effet, beaucoup dénoncent un antisémitisme d'atmosphère ou décomplexé dans l'espace public comme dans les médias. Mais donc c'est ce qui explique l'apparition de ce hashtag « Je suis juif », mais en fait, aucune politique ne l'a utilisé jusque-là. Cependant, aucune politique n'a utilisé ce slogan pour le moment, même si Elisabeth Borne s'est exprimée que s'en prendre à un juif, c'est offenser la République. Merci pour cette introduction. Alors, comme on a l'habitude de le faire à chaque débat, on va donner quand même une définition de ce que c'est que le réseau social. Un réseau social, c'est un nom masculin qui désigne un site internet ou une application mobile permettant de développer des interactions sociales, de se constituer un réseau de connaissances, d'amis ou de relations professionnelles avec lequel on interagit en temps réel. Alors ce qui est drôle, c'est que quand on regarde la définition, juste en dessous il y a écrit « Il est déconseillé aux jeunes de s'inscrire sur les réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans ». 2 problèmes dans cette définition. Les réseaux sociaux aujourd'hui créent des interactions avec des personnes hors de nos réseaux. On n'est plus sur des réseaux professionnels ou des réseaux de connaissances. Mais surtout, on a de nombreux réseaux sociaux qui sont axés sur des jeunes générations, comme par exemple TikTok, comme maintenant X qui est beaucoup utilisé aussi par les jeunes. Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, tous à leur manière jouent un rôle prépondérant dans la circulation de l'information. Ces réseaux sociaux permettent de se connecter avec d'autres utilisateurs et de créer des liens qui peuvent être propices au développement de sa vie sociale, comme néfastes en fonction de l'utilisation qu'en est faite, et surtout qui peut facilement devenir du harcèlement. Pourquoi on parle de ce sujet-là ? Le sujet d'actualité qui nous concerne, c'est peut-être l'intervention de Gabriel Attal, le 5 novembre, très récemment à la télé sur 7 à 8, qui a révélé que pendant son adolescence, il a été harcelé et cyberharcelé. Peut-être un des premiers, puisque c'était il y a quelques années quand même. Et il disait « J'étais à la fin du collège, j'avais 14-15 ans.
C'était un élève de l'établissement qui avait ouvert un site sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves. Les commentaires qui étaient postés, c'était pédale, tafiole, tarlouse. Donc, je pense que c'était sur une orientation sexuelle supposée à l'époque, puisque j'en avais pas parlé autour de moi. Finalement, comment on fait pour se prémunir aujourd'hui face au cyberharcèlement ? Depuis la fin de l'été 2023, le Digital Service Act, le DSA, c'est la nouvelle réglementation de l'Union européenne qui veut mettre en pratique le principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne devient illégal en ligne. Ainsi, on va se poser la question ce soir, est-ce que les réseaux sociaux sont un outil merveilleux pour notre génération, un outil qui nous sert, nous, à travailler, à être en relation, à se créer finalement des réseaux, ou est-ce que c'est un moyen de détruire mentalement les nouvelles générations ? Alors peut-être avant de commencer, je vais peut-être me tourner vers ceux qui utilisent les réseaux dans leur métier, parce que finalement on en a aussi fait un métier aujourd'hui, le digital et les réseaux sociaux, Monsieur Benamou par exemple. Est-ce que pour vous, c'est un moyen de communiquer ou c'est juste un moyen de lutter contre la désinformation ? Moi, je pense que c'est les deux. Ouais. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça a un grand apport en industrie dans le fait de pouvoir partager à un moment instantané une information. Ça sert à transmettre l'information rapidement. Aujourd'hui, les médias ou les réseaux sociaux permettent de diffuser rapidement une information. Et des fois, il peut y avoir des fausses ou des vraies informations. Et ça, c'est au travail d'un journaliste, par exemple, de relayer la bonne information. Après, en soi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire attention à quel type de médias ou quel type de réseaux sociaux on utilise, ou quel influenceur ou quelle personnalité on suit. Parce que parfois, on peut partager des trucs qui sont faux. Et là, on n'est pas journaliste, nous, en tant qu'utilisateur de réseaux sociaux. Et donc, on n'imagine pas le risque qu'on peut avoir. Après, je pense pas que c'est une plaie parce qu'au contraire, les jeunes sont présents dans les réseaux sociaux et c'est là où ils s'informent. Donc il faut surfer sur la vague où, si on veut s'adresser aux jeunes, afin de les informer dès le plus jeune âge, à transmettre la bonne information. Donc c'est aux journalistes, aux médias de transmettre sur les bons canaux la bonne information. Donc, ouais, mais le problème de ce que tu dis, c'est que sur les réseaux sociaux, par exemple sur X, anciennement Twitter, il n'y a pas que des journalistes et il y a beaucoup plus de fake news que de vérité, vu que la plupart des gens qui parlent sur ces réseaux, quand c'est pas des médias avec la petite certification, et encore même parfois la certification elle veut plus rien dire. Maintenant elle est payante, ouais. Voilà, elle est payante. Quand c'est pas vraiment des vrais médias tels, j'en sais rien, La Provence, tous les médias qu'on connaît, demain je peux relayer n'importe quoi sur un réseau. Et pour les jeunes, d'où ils savent si c'est vrai ou pas vrai. Donc ce que tu dis, c'est bien pour les jeunes. Non, pas pour s'informer, c'est pas forcément. Il peut y avoir des applications avec tous les journaux qu'on connaît, tous les médias, BFM, CNews, etc. Au lieu d'avoir un Twitter, un Insta, pour s'informer. Je suis d'accord avec toi, mais par exemple, il y a des gens, par exemple, sur TikTok, qui sont beaucoup sur TikTok et qui sont beaucoup abonnés à Hugo Décrypte. Hugo Décrypte a inventé un système d'information. En 1 minute, il te résume tout ce qui se passe, l'actualité, etc. Je trouve ce concept pas mal. Et je trouve que ça permet... Très orienté. Oui, et surtout ce qu'il dit n'est pas toujours très fiable. Quand il parle par exemple du ministre de la Santé du Hamas, on peut se demander si vraiment il est légitime d'être, comme tu le dis, un influenceur d'information. Oui, après, dans tous les cas, dans tous les journaux, qu'on soit clair, il y a toujours une influence. influence, que ce soit quand on regarde CNews, BFM ou tout ça, on sait qu'est-ce qu'on regarde. Après, les réseaux sociaux en soi, c'est plus, et nous, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais nous, on l'utilise pour communiquer, pour avoir un contact avec notre communauté et pouvoir relayer nos informations, etc. Mais votre communauté... de la haine, il y en aura toujours. Je parle par exemple, vous, votre communauté, c'est des sympathisants, mais aussi des détracteurs. Vous recevez des menaces, vous mais c'est pour ça avez qu'il ne faut pas se mettre en privé pour autant. etc. Donc ma question c'est, est-ce que finalement c'est un outil ou est-ce que c'est un mal nécessaire, les réseaux sociaux que vous utilisez, et notamment par exemple pour une association comme l'UEJF qui est ultra exposée, comment on fait finalement pour gérer cet outil qui peut se retourner contre nous ? Alors moi je suis développeur et secrétaire général de l'UEJF. Donc je suis développeur, pour moi Internet c'est un outil incroyable. Tu vas le dire à chaque fois que tu vas prendre la parole. À chaque fois. À chaque fois. Voilà, c'est ça. Il y a un problème au bureau. Donc, Internet, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais il y a quelque chose où on a enlevé l'humain de ce côté d'Internet. On oublie ces personnes. Aujourd'hui, il y a Twitter qui a sorti là récemment cette semaine qui avait 52 modérateurs français pour 12 millions d'utilisateurs actifs de Twitter. Ça fait risible. 230 000 personnes à gérer pour un modérateur. Ouais, 220 même.
220. Ouais. Faut être précis. On a Exactement. besoin de précision à la radio Jules de Marseille. Radio Jeunesse de Marseille. On a oublié l'humain et on parle de fake news. Alors moi je veux bien, on parle de fake news, même il y a des journalistes qui sont orientés, on a bien vu sur l'histoire de l'hôpital à Gaza, où des journalistes ont sorti des informations, comme par exemple les 40 enfants qui ont été brûlés ou décapités au début du conflit. Donc il y a quelque chose qui est orienté. Maintenant sur la question du harcèlement, parce que j'ai l'impression que c'est aussi ça le cœur du sujet, il y a des étudiants aujourd'hui, moi je reçois des centaines d'appels d'étudiants qui ont peur d'aller sur les réseaux sociaux, mais qui ont peur d'aller à la fac. Parce que comment ça va ce qui se passe sur les réseaux sociaux se passe aussi dans la fac et dans les universités. Et c'est ça qu'un aussi reflet, un miroir. miroir. Il y a un miroir sur la situation. Je sais pas si tout le monde autour de cette table a reçu des messages suite à des stories ou des messages sur Insta, des posts. Moi, j'en ai reçu. Voilà, en tout cas. J'en ai reçu. Mais ça va du Free Palestine au message de mort. Au message de mort et à la limite du harcèlement, quoi. Mais alors, comment vous... C'est quoi votre réaction face à ces sujets-là ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que finalement vous avez maintenant l'habitude ? Et ça serait très triste quand même. Est-ce que vous êtes plutôt réac et vous allez vous utiliser la plateforme de l'État Pharos qui vient d'être créée pour finalement dénoncer le cyberharcèlement et les menaces en ligne ? Alors je me tourne peut-être vers la community manager du CRIF quand même. Après ça dépend. Est-ce que je donne mon point de vue en community manager ou moi ce que je fais ? On veut les deux. En fait. C'est-à-dire, moi, au départ, à chaque fois que je voyais une publication, on va dire, qui était vraiment borderline par rapport au conflit, je signalais tout de suite, n'importe où, je signalais. Et j'ai pris la mauvaise habitude depuis quelques semaines de répondre. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me dis, en fait, signaler, ça sert à rien. Parce que quand on écrit un petit gros mot dans un commentaire, on se fait ban, alors que les personnes qui écrivent tout ce qu'elles veulent, leur vidéo reste. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais quand même répondre à des personnes parce que, en fait, il y en a... Et c'est quand même courageux, j'ai l'impression, parce que j'en vois pas beaucoup des commentaires de notre côté, finalement, aussi, sur les feeds. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont besoin, on va dire, d'une éducation journalistique. Il y en a qui ne savent pas, en fait, et qui écrivent en se disant... Par exemple, les influenceurs à Dubaï. Je vais suivre... Non, mais même pas. Mais par contre, tu les signales, eux, mais leur compte, Enfin, je pense pas qu'ils ont un impact. Par exemple, le fameux Dylan, influenceur, tu parles, qui avait fait des vidéos en montrant Israël barré et montrer Palestine, etc. Je crois qu'on est... Je pense qu'on est plus d'une 200 personnes que je connais, on a tous signalé, etc. On avait un groupe, etc. J'ai pas vu de retour sur le signalement. Quoique il est à l'hôpital, donc c'est peut-être un peu le karma. Oui, mais ça c'est c'est ça. Et en fait, il y a plein de jeunes, donc sur TikTok par exemple, c'est une tranche d'âge de 15-19 ans. Même un peu plus jeune encore. Hein. Ouais, mais ça veut dire ceux qui osent quand même se filmer et parler, je boycotte, je prends pas ci, je prends pas ça, enfin voilà. En fait, ils savent pas. Et moi, je réponds à ces gens-là. Moi, je réponds à ceux qui sont paumés, en fait. Et qui écrivent pour rentrer dans un moule, sûrement, ou pour qu'on leur dise « Ah, merci. Et ça sert à quelque chose ? T'es un vrai frère. » Oui. Mais ça sert à quelque chose ? Est-ce que tu vois... En tout cas, la personne répond. D'accord. Mais répond quoi ? En fait, ça dépend. Des fois, par exemple, je suis tombée la dernière fois sur une story de quelqu'un qui était avec moi en école de journalisme. Ok. Et que j'ai côtoyé du coup pendant 4 ans et qui était vraiment très intelligent et qui savait de quoi il parlait à chaque fois. Et je suis tombée sur une story à lui qui m'a un peu chagrinée parce que c'était l'État terroriste, vous voulez qu'on ait de la peine pour eux alors qu'ils tuent des enfants et tout. Donc là, je me suis dit, je vais répondre. Et je lui ai répondu en privé. Quelques heures après, j'ai quand même réfléchi toute la journée. Et je lui ai répondu en privé. Qu'as-tu dit à Jean-Luc Mélenchon ? Non, je lui ai répondu et je lui ai dit, écoute, je peux comprendre que tu sois contre la politique de l'État d'Israël, que tu sois contre Netanyahou. Je peux le comprendre. Mais faire passer Israël pour un pays d'assassins et de tueurs d'enfants qui veut délibérément tuer des enfants, non, désolé, ça, je peux pas. Mais qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il a évolué dans sa façon de penser ? Évidemment que oui. Et à la fin de la conversation, il m'a dit, tu avais entièrement raison, je me suis très mal exprimée. Il est revenu sur ce qu'il a dit. Mais oui, et je trouvais que c'était important. Mais ça, c'est quelqu'un qui est intelligent à la base. Mais il est revenu sur ce qu'il a dit et il m'a dit, oui, tu as raison, je n'aurais pas dû dire ça. C'est quelqu'un qui a fait des études, qui est intelligent à la base. La plupart des gens sur les réseaux qui mettent des commentaires
anti-sionistes, antisémites, anti-israël, anti tout ce qu'on veut. Ils sont juste débiles. Ah, mais oui. Ils sont pas informés. Et ils font ça parce que soit c'est des jeunes, on leur a mis dans la tête depuis tout petit l'éducation, les juifs c'est des monstres, Israël c'est des monstres, etc. Soit c'est juste des antisémites tout court, que tu peux pas raisonner. Ça, c'est quelqu'un que tu connais, qui avait envie de discuter. Parce qu'à la part de gens, ils n'ont pas eu le temps de discuter, ils ont envie de dire à mort les juifs, à mort Israël, et ils s'arrêtent là. Pour moi, je pense que la plupart des gens sur les réseaux sociaux, ça n'a rien de leur répondre parce qu'ils changeront pas, ils sont juste débiles. Et en fait, leur répondre, c'est tomber dans un piège. Mais j'ai l'impression que dans la grande majorité, quand je regarde les feeds, par exemple, des commentaires d'images, de vidéos, il y en a très peu qui sont pro-israéliens ou pro-juifs, et on voit que du Free Palestine ou du Gaza Forever, etc. Justement, parce qu'en France, et surtout aujourd'hui, il y a une libération de la parole sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut en fait, les réseaux le permettent. Parce qu'il y a de les lois. Il y a de l'anonymat parce que c'est aussi les lois d'internet entre toi et moi. Cette liberté là d'expression, elle est exacerbée sur internet. Le fait est qu'aujourd'hui il y a plus de paroles pour la Palestine parce qu'il y a plus de personnes qui soutiennent la Palestine et la création d'un État palestinien au détriment d'un État israélien aujourd'hui. Je dis pas c'est plus médiatisé. Pourtant, regardez, 90% de nos élus, nos politiques sont quand même pro-Israël. C'est de la politique. Oui, mais c'est plus médiatisé. C'est de la politique. Le fait est qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est pour la partie journalistique et pour la partie information, évidemment, je reste toujours dans mon domaine. L'information, c'est comme les aliments. On mange ce qu'on voit. On mange ce qu'on voit. On mange ce qu'on voit. C'est-à-dire que l'information, ce qu'on va voir, on va le manger, on va le prendre pour acquis. On va pas faire de vérification derrière naturellement. Nous, dans le journalisme, on nous l'apprend de vérifier, de recouper et surtout de croiser nos informations. C'est la base dans le journalisme, c'est de savoir quand on a une information, il faut l'avoir 2 fois à 3 fois la même pour vérifier que c'est un fait. Mais pourtant, regarde, il y a des journalistes qui ont partagé des vidéos du Hamas. Notamment sur l'hôpital au tout début quand on savait pas ce qui s'était passé, et ça a été partagé, repartagé parce qu'ils mangent pas les aballes là. Non, parce que justement, et c'est ce que je peux reprocher en tout cas en tant qu'étudiant journaliste et journaliste aussi, c'est que quand on a un conflit qui est loin de chez nous en France, et ça c'est particulièrement les médias français, on va prendre que la surface de ce qu'on a et on va pas aller creuser si l'info est vraie ou fausse. Aujourd'hui, France 2 organise un truc tous les soirs qui fait vrai ou faux, du coup, qui en fait est un fact-checking qu'on appelle. Si vraiment, par exemple, pour le coup, l'hôpital a été bombardé directement ou si c'était sur le parking. Le fait est que il faut avoir ce réflexe-là aujourd'hui, il faut essayer de le prendre. D'avoir plusieurs informations de plusieurs médias et non pas des infos de compte Twitter, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'elle a la pastille bleue que c'est un compte vérifié. Vous prenez des médias, quel que soit le média, France Télé, I24, CNews, Al Jazeera même s'il vous faut, mais vous recoupez les informations, vous prenez plusieurs informations. Il y a en français aussi, je crois un peu. Donc AJ+. Donc s'il vous plaît, prenez des informations, mais prenez-les des différentes manières et surtout vérifiez, quand vous dites quelque chose, vérifiez que ce soit à 100% vrai. Quand les gens envoient des vidéos, il faut vérifier avant la source. Surtout sur les groupes de famille avec les tatas qui envoient des trucs. Juste 2 choses. Moi, bon, on peut. Quelles sont ta profession? C'est quoi? Tu fais quoi dans alors moi, je suis agriculteur. Alors, je cueille des jujubes en Israël, non, déjà, une chose, moi, bon, sur les réseaux, on voit plein de pro-palestiniens, de machin. Encore ça, bon, d'accord, il n'y a pas de souci à être pro-palestinien, à dire qu'il y a des gens qui veulent. Ils ont le droit de dire ils ont le droit de le dire. Maintenant, c'est la façon. Quand à un moment donné, il y a des jeunes dans le métro qui sont en train de dire nique ta mère les juifs, on est des nazis. Là, on voit l'impact des réseaux sociaux. C'est une vidéo qui sur TikTok qui a fait en l'espace de 4 heures, elle a fait plus de 300 000 vues. En l'espace de 3 heures, ça veut dire à la fin de la journée, on avait dépassé les millions de vues. Et à un moment donné, c'est ça. D'accord d'être pro-palestinien, d'être pro-israélien, c'est pas la question. Moi, je pense que la question, c'est à un moment donné d'avoir des paroles antisémites qui sont libérées. Et ça date pas du début du conflit. Avant le conflit, on a sorti un sondage avec l'IFOP. Il y avait 9 étudiants sur 10 qui étaient victimes d'antisémitisme.
c'était avant le conflit. On était avant le 7 octobre. Donc l'antisémitisme ne date pas de la question israélo-palestinienne. Hein. Elle est présente. Oui, mais ça s'est aggravé. Là, sur Twitter, il y avait, sur X, il y avait quand même le hashtag. Elle valide en fait. Hitler was right. Elle est autorisée parce que Israël, parce que le conflit. Elle est autorisée. Moi, juste pour rebondir ce que tu as dit tout à l'heure, je trouve que tu as très bien répondu, etc. Le problème, c'est que là, tu t'es adressé à une personne que tu connais, et on l'a dit tout à l'heure, la plupart des personnes qui émettent des messages haineux, etc., utilisent des pseudos. Moi, par exemple, quand j'avais fait des passages à la télé, de suite après, j'ai eu plein de messages antisémites, etc. Mais c'est des pseudos. Et donc, peu importe si je m'adresse, je sais pas à qui je m'adresse. Ouais. Alors après, je sais qu'il y a le CRIF qui a mis en place un collectif d'avocats, etc. Qui est bien placé pour le savoir. Oui, non, mais peu importe. Ils ont mis en place un système pour porter plainte et utiliser les lois contre ces personnes-là. Ouais. Mais aujourd'hui, ce qui est important de dire, et là, c'est le rôle, et l'UGF avait fait ça avec Twitter dans son procès, c'est vraiment de recenser des personnes avec leur pseudo et qui soient authentifiés et de gérer en fait ces profils-là. Alors ça, c'est une question que je voulais vous poser, ça me fait une très bonne transition. Est-ce qu'il faut enlever l'anonymat sur les réseaux sociaux? Oui, je pense. Alors, à mon sens, ça dépend. Parce que l'anonymat, ça peut être intéressant et important pour une personne qui, je sais pas, qui a envie de prendre la parole, mais sans pour autant se mettre en danger. Comme par exemple l'hashtag MeToo à l'époque, il y avait beaucoup de femmes qui ont utilisé cet hashtag pour... Ça permet de libérer la parole, de se retrouver entre nous. Par exemple, là, dans le truc MeToo, de trouver d'autres femmes qui partagent la même expérience et qui pourraient discuter entre elles sans pour autant dire leur... Mais si on enlève l'anonymat, on l'enlève pour tout le monde. C'est ça. Après, le problème de l'anonymat, c'est qu'il y a des dérives. C'est comme dans tout. C'est-à-dire que on laisse une petite liberté, mais après c'est aussi, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, et on arrive à un moment où des personnes vont utiliser l'anonymat pour exprimer leur haine publique, et en se disant, c'est bon, personne ne me retrouvera. Donc là, c'est un problème. Est-ce qu'il faut enlever l'anonymat? Mais est-ce que déjà l'anonymat existe sur Internet? Non, déjà, en vrai... C'est-à-dire dans l'image, non, voilà, mais les cracks dans de l'informatique, là. Mais derrière... Alors, si je peux dire un truc, il y a Tim Berners. Alors, il faut petit cours d'histoire rapide. Tim Berners-Lee, rapide, parce que là, quand tu commences comme ça, ça me fait peur. Non, vraiment, c'est une phrase. Tim Berners-Lee, c'est le créateur du World Wide Web, créateur des 3 W en fait. Quand on dit www, ce mec-là, il se bat. Il a commencé sa Minute e-sport. Il se bat encore aujourd'hui pour justement garder l'anonymat sur Internet. C'est lui qui l'a créé, on va pas se mentir. Garder l'anonymat sur Internet. Et il se bat contre les gens type Meta, Instagram, Facebook, enfin tout ça. Aujourd'hui, pourquoi les gens sont allés sur Internet? Pour avoir de l'anonymat. Pourquoi les gens sont allés sur Internet? Pour justement libérer la parole. Si demain on enlève cet anonymat, Internet n'existe plus. Puisque finalement, les gens qui font d'Internet ce qu'est Internet aujourd'hui, c'est l'anonymat. Que ce soit les extrémistes ou les non... les extrémistes ou les non-extrémistes. Donc finalement, enlever cet anonymat d'Internet, ce serait enlever une partie de pourquoi les gens y sont allés. Donc, ça n'aurait aucun sens. Je suis pas d'accord avec toi parce que de base, les réseaux sociaux, c'est tu te crées un profil et tu te relies avec d'autres gens. Ça parce que c'est Facebook qui l'a mis, mais Facebook, tous les réseaux sociaux sont inspirés de Facebook. Que ça soit Instagram, que ça soit Twitter, que ça soit LinkedIn, tous les réseaux sociaux, pour but de relier les gens, pas de relier des gens et des pseudos. C'est pour ça que ça s'appelle réseaux sociaux. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle réseaux sociaux, effectivement. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est primordial d'enlever tous les faux profils ou les pseudos, parce que on s'adresse à des personnes. On s'adresse pas à des personnes, on s'adresse pas à des pseudos. D'accord. Et lorsqu'on prend une prise de parole, je trouve qu'on doit assumer sa parole. Mais qu'est-ce que t'en fais des personnes qui souffrent? Par exemple, demain, moi, je suis victime d'harcèlement scolaire. Ouais. D'accord. J'ai besoin d'en parler. Ouais. Mais j'ai pas envie que les gens sachent qui je suis et ce que je vis. Mais j'ai envie de m'appeler bonjour. Et je veux en parler sur Twitter parce que j'ai besoin d'en parler. D'accord. Moi, je pense parce que pour moi, c'est ma thérapie. On l'a bien vu et on avait fait un sujet sur le harcèlement scolaire. On avait même dit que les réseaux sociaux en fait continuaient le harcèlement jusque dans son lit, etc. On a bien vu que la première des choses à faire, c'est en parler à des gens compétents et pas exprimer ces réseaux sociaux. Parce que tu vas exprimer sur un pseudo ta victime, etc. Mais comment après on va t'aider? Parce que je sais pas qui t'es. Le problème, c'est qu'en fait... Comment je t'aide? Bonjour, tu t'appelles bonjour? Comment je t'aide? En parler, ça permet d'extérioriser. Ça permet d'extérioriser et ça permet d'avoir un soutien montage. Ça permet d'extérioriser, mais ça permet pas d'arrêter.
Évidemment, mais Si donc, ça peut aider une personne, ne serait-ce qu'un petit peu. mais Pourquoi pas je suis d'accord avec toi, mais le but de harcèlement, Oui, c'est évidemment, d'arrêter je le sais, harcèlement. Pas C'est sûr. et le fait d'en parler à des gens adéquats, c'est Oui, mais si la personne personne, elle n'a pas un entourage stable. Après, on est d'accord que l'anonymat sur Internet, c'est pas du tout pour les personnes qui sont mal. Hein, on connaît toutes les dérives, Oui, évidemment. mais aujourd'hui, t'as des, Moi, je suis t'as- d'accord. t'as des, t'as Non, des, je t'as suis des absolument numéros, d'accord. t'as des services spéciaux, t'as un encadrement maintenant Oui, mis en place par Et les ces trucs, souvent, c'est des trucs anonymes, en vrai. Mais après, quand tu en parles, etc., personne ne saura que toi, tu en parlais. Parce qu'il y a le secret D'accord, professionnel mais des gens. la notion d'anonymat, elle est importante. Et si tu regardes bien, quand il y a une femme qui se fait frapper ou quand il y a n'importe quel problème, souvent on te dit oui, mais si tu veux, c'est anonyme. Parce que les gens ont juste besoin d'en parler. Alors Tu vois l'État, on l'a un peu touché du doigt tout à l'heure, elle a essayé de réagir et a créé en fait une plateforme qui s'appelle Pharos où on peut dénoncer de l'harcèlement, du cyberharcèlement, etc. Et pourtant, on l'a dit, il y a un modérateur pour 220 000 utilisateurs sur X. On a de l'autre côté sur TikTok, quand même, qui touche quand même beaucoup les gosses, on a un modérateur pour 30 000 utilisateurs. Finalement, est-ce que... ça va leaker, on va avoir toutes ces informations avant que les modérateurs agissent. Donc est-ce que finalement le mal n'est pas déjà fait et finalement est-ce que Pharos sert vraiment à quelque chose quand on sait qu'il y a 52 personnes qui sont chargées de modérer les publications? Est-ce que vraiment c'est important et c'est intelligent, cohérent d'avoir un outil comme celui-ci? Moi, je pense que ça sensibilise quand même les jeunes ou les moins jeunes à éviter les insultes sur les réseaux parce qu'ils peuvent se dire bon, je risque d'être punir. Elle La passe peur pas de de toute la façon les sanction. insultes. Ouais. Elle passe pas les insultes sur les réseaux de toute façon. Ouais, si. Bah, rien que, alors, Évidemment. sachez que rien qu'un clochard sur TikTok, on peut pas lui répondre à un commentaire. Parce que j'ai voulu répondre ça. Oui, voilà, c'est ça. On peut avoir de l'inventivité pour s'insulter sur les réseaux. Hein. Non, autant pour moi. Non, donc moi je pense que quand même la peur de la sanction, ça peut les sensibiliser à arrêter. Pas la totalité, mais au moins peut-être une bonne majorité. Et en ça, c'est une bonne idée. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Et même du côté des personnes qui se font insulter, ils peuvent se dire bon, bah au moins je me sens protégée. Je peux porter plainte, entre guillemets. Il y a une plateforme qui permet de m'aider. Tu vois, donc je pense que c'est quand même. Moi, je pense qu'il est pas important bête. d'imposer en fait à tous les réseaux sociaux, style TikTok, Facebook, etc., que l'État mette en place, de mettre un certain nombre de modérateurs afin de recenser les messages ou les formations haineuses que peuvent avoir les réseaux sociaux et comme elle a dit Rachel, de mettre en place aussi de mettre des sanctions parce que je suis d'accord avec elle que sanctionner peut permettre de réduire. Mais moi j'ai une question, en vrai, la vraie question de fond, c'est la liberté. C'était moi qui posais les questions dans cette émission. Toujours pareil, vraiment. Non mais en vrai de vrai, la vraie question de fond, c'est jusqu'à où la liberté d'expression sur Internet? Parce que où est la différence entre quelqu'un qui va critiquer le pouvoir israélien et quelqu'un qui va le faire mais en critiquant les juifs? En fait, là, une énorme c'est un différence. truc- Tu viens de me dire la différence. Non, mais non. Moi, je m'explique. je pense qu'on la connaît tous. Non, mais cette un limite. modérateur, en fait, c'est ça que je veux dire. Un modérateur qui va voir un mec qui va parler justement d'Israël, par exemple, parce que là c'est en ce moment, mais qui va parler d'Israël et le mec qui va faire une amalgame entre Israël, juifs, machin. Ok? Comment le modérateur, elle est où la limite entre la liberté d'expression? Bah, juif. Oui, mais il le Ce serait dira le mot jamais. magique. Mais c'est le Dès même. qu'il y a juif, il faut censurer. Non, Mais c'est le quand- même non. débat qu'on a eu la dernière fois. Ils passeront toujours par des stratégies, Bah, des non, trucs. s'il dit le mot, il dit, je sais pas ce qu'il peut dire sur Israël, mais qu'il dit le mot juif à la place, c'est antisémite. Alors Et moi, ça va juste- se voir. Non, mais tout moi à ce que l'heure- je dis, mais il Attends, juste Eden veut intervenir pour la première fois de cette émission. Quand la cavale est Tout à l'heure, juste quand je cherchais pour faire pour préparer l'émission et tout, j'ai cherché j'ai cherché le mot juif dans la barre de recherche TikTok, X. C'est pas Am Israël Rai, on est juif, on est fier de l'être. C'est vraiment on est contre les juifs. Ah oui. Enfin, c'est que des trucs haineux. C'est violent. C'était le C'est-à-dire, hashtag, on tu met- le rappelais tout à l'heure, c'était on met- Hitler was right. Mais oui, right. mais Avec on 20 000 tweets. On met une religion dans la barre de recherche et ce qu'il en sort, c'est Que que des de la insultes. haine. C'est-à-dire que je pense que, bon, approximativement, on devait être sur du 70-30. 70, Et encore 70-30. Je pense que je suis très t'es gentille. mignonne. Ouais, ouais. On fera un Je sondage voulais IFOP pas- pour savoir ça. Je voulais pas victimiser en faisant trop. Mais le 70-30, Largement. je suis très gentille. Voilà. Je voudrais vous poser des questions sur finalement un outil qu'on peut-être vous utilisez pas. Est-ce que vous utilisez Telegram?
Oui. Ouais, Non. grave. Ouais. Parce que Telegram, c'est pas du tout censuré. On voit c'est- du oui, sang, oui. on voit du sexe, on voit. Maintenant, c'est vraiment possible de de tout. censurer les photos que les personnes envoient. Ouais, mais la plupart du temps, les le gens font qui vont pas, sur des mais- groupes, c'est pour voir des vraies images. Ouais, ouais. Non, on est Alors, d'accord. Ça dépend. Oui, que ce soit du sang, du sexe, enfin plein de choses. Moi, je passe c'est vraiment un des heures réseau sur- porno, je crois en Je plus. hein. passe des heures sur Telegram, sur toutes les infos, et je suis aussi sur pas pour le porno. Merci, Merci Ben pour cette fin de phrase, c'était parfait. Mais je suis sur plusieurs de groupes, à la fois pro-israéliens et à la fois pro-palestiniens, pour Ouais. aussi faire de la veille. Mhm. Et alors non, mais ce que j'ai vu par exemple depuis le début de la guerre, il y a Ouais. un groupe d'information sur Gaza. Au départ, c'était autorisé de le voir en France. Là, ils ont fermé l'accès à ce canal en France. Mhm. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une chose qui est mise en place. Après, bon, c'est des Russes, donc. Alors, moi perso, j'utilise Telegram pour plusieurs choses, mais notamment en ce moment pour les infos israéliennes par rapport à ce qui se passe là-bas. En fait, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur le terrain. Enfin, j'ai plusieurs groupes, mais notamment quelqu'un que je suis MK. qui est. Non, c'est pas Non, MK. pas lui. Moi, c'est en hébreu. Tout est en hébreu. Pardon. Vous prendrez un café si vous voulez discuter. hein. Non mais et en fait c'est un Israélien qui est sur le terrain et qui relaye toutes les infos à la minute Mais près. là où je voulais en Et- venir, c'est que finalement, Telegram, ça permet de voir des images qu'on n'arrivait pas à voir avant. On en J'allais discutait revenir. dans cette émission. Alors, le sujet est clivant, mais quand il y a eu l'affaire Naël, on a vu ces images-là, les images du flic qui tire sur Telegram, alors que dans tous les autres réseaux, c'était censuré. Est-ce que finalement, ce réseau, cet outil Telegram, c'est pas aussi je dirais un bienfait pour notre Non. société et Non, pour non, non, non. finalement avoir ces informations qu'on n'arrivait C'est pas à un, avoir manque avant. c'est un gros manquement à la dignité humaine. Mais quand on voit sur Telegram des gens en sang, ou comme la vidéo de l'Israélienne là, qui s'est fait violer, machin, enfin c'est aberrant. C'est aberrant de voir ça. Mhm. Et à mon sens, Oui, mais il y a des gens qui nient ce Mais qui s'est d'accord, passé mais en Ça Israël, permet de etc. rappeler des preuves, mais On les en a preuves elles parlé, peuvent être bah, montrées aux journalistes, comme ça a Attends. été C'est comme fait, c'est- comme c'est ça elle l'a fait exactement aux ce que j'allais journalistes, dire. et pas à nous particuliers, on n'a pas à voir Mais ces oui, faut que ce soit horreurs. un public Alors oui et aguerri non, qui oui le et non voit. parce que maintenant, oui, vas-y. Mais même si tu ramènes les preuves, ils ne croient pas. Ils ne croient Alors, pas Léo. par contre, c'est à l'ambassade en Israël, ils ont Oui, à des journalistes. Voilà. Sahel, à l'ambassade israélienne, pardon, a montré aux journalistes étrangers. C'est grave, oui. c'est grave qu'on ait besoin de faire ça, Oui, mais ça a servi. Mais même si tu le montres aux particuliers, ils ne croiront pas, ou ils diront oui, mais d'un côté. Donc, est-ce que c'est vraiment utile Oui, de c'était salir la montré mémoire par de ces personnes Israël. Enfin, au début, je sais plus c'est qui, je crois que c'est, je sais plus quelle personne politique française qui est allée et il y a un soldat qui lui a dit mais ce qu'on a montré pour l'instant c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a eu Mhm. parce qu'on a peur que les gens ne nous croient pas. Ouais. Et c'est comme, je crois qu'on l'a dit la dernière fois, c'est exactement ce qu'ils disaient les gens après la shoah, on raconte pas parce qu'on a Mhm. peur que les Mais gens donc, ne croient C'est pas. pour ça Je qu'ils ont vous été répète, détruits le les films parce qu'on négationnisme est Je là, vous alors répète qu'on- quand même la question. Là, on est sur un réseau qui nous permet d'avoir des vraies images de ce qui se passe vraiment, avec finalement la douleur de la vision de ces images-là, presque à nous causer des sentiments post-traumatiques. Mais est-ce que finalement, c'est pas utile dans cette guerre de l'information qu'on a aujourd'hui, par exemple, sur le conflit israélo-Hamas? Les gens s'en moquent des fois de ces vidéos, enfin, s'en moquent au sens littéral, c'est-à-dire ils vont en rire. Par exemple, les partisans du Hamas vont rire des vidéos des Ouais, ça peut filles qui se font être violer. dangereux parce que ça peut être aussi avoir un effet néfaste, ça peut attiser Évidemment. aussi la haine. Exact, et ça Bien peut sûr. peut-être, je préserve, leur donner des idées aussi. Mhm. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Moi je ne pense pas que nous particuliers devrions voir ces Mais vidéos. inversement, Et ça peut aussi montrer la réalité. Mais- En fait, mais c'est pas à nous de les les voir. gens ne le croient même pas, ou les Si, gens ils en ont- rigolent, Léo. J'ai vu des commentaires comme ça, c'est de l'antisémitisme, il y en a qui en sont contents. Vraiment. Il y a une femme, quand il y a eu. Vas-y, il faut parler, c'est une émission. Vas-y. Il y a juste une femme, je sais plus comment elle s'appelle sur Instagram. Mhm. Quand il y a eu l'histoire, alors vrai ou fausse, franchement, je sais pas, et je vais pas me prononcer, des enfants qui ont été brûlés dans le four. Ah oui, Et il y en a une qui Ah oui. a vraiment Oh juste mon dit, Dieu. voilà comment on fait, on asperge avec de la vinaigrette, du ketchup et des trucs comme ça. Mhm. Non mais, enfin, en fait, on voit bien que, et c'est dans ce sens C'est que je rejoins ri- Rachel, Ah. c'est que en fait, les gens, ils en rigolent, et en fait, des trucs, on veut juste faire passer l'information pour dire, regardez, les gens vont dire, ah c'est génial, en fait, il s'est passé ça, c'est top. Ils n'en ont rien à faire, ils s'en moquent.
premier degré, ils en ont rien à faire. Moi, enfin, ça veut dire, c'est des images qui sont dures, qui ont été beaucoup diffusées au début de la guerre. Après, moi, quand je voyais ça au début de la guerre, je me dis, est-ce que l'UEJF en tant que tel, est-ce qu'on doit reposter aussi ces images-là ? Déjà, c'est vrai que est-ce que les images qui sortent, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses ? Donc de se mettre aussi après en porte-à-faux si c'est vrai ou si c'est faux. Il y a eu des mauvaises sources, par exemple la vidéo sur Instagram qui tournait où il y avait des bébés en cage et ils disaient que c'était le Hamas, etc. C'était pas en Israël, ça, par exemple. C'était même pas en Israël, c'était en Syrie il y a 10 ans. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes pro-israéliennes justement et juives qui disaient regardez ce qu'ils font aux enfants, alors que du coup ça a été après délégitimé, quoi. Et après, en tant que juif, je me posais la question au début de la guerre, est-ce qu'il n'y a pas une dignité en tant que juif où on doit se se conserver, de pas montrer ces images-là. Voilà, vraiment un truc vraiment purement religieux. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une réflexion et de se dire, c'est des images tellement horribles, comment on peut montrer ces images des personnes qui sont juifs aussi sur les réseaux sociaux ? Oui, non, c'est sûr, c'est horrible, il n'y a plus aucune dignité pour les personnes, mais regardez, la Shoah, s'il n'y avait pas les images qui étaient dans les archives, qui ont été sorties plus tard, s'il n'y avait pas les images, comment on aurait pu croire, même nous, à une telle barbarie ? Mais les gens n'y croient pas, encore une fois, même avec les photos. Pour eux, c'était une mise en scène. Mise en scène, ou alors, mais c'est pas vrai. En général, pas tous en même temps. En général, dans l'opinion publique aujourd'hui, même s'il y a toujours une partie qui y croit pas, en général, les gens savent que la Shoah a existé. Écoute, moi, à la fac, la dernière fois, j'ai quand même entendu une fille dire « Non, moi, l'histoire des bébés décapités, j'y crois pas ». Et c'est-à-dire que tu peux lui montrer une photo, je pense qu'elle n'y croira pas. Grâce à Jordan Bardella, on sait qu'il n'a jamais été négationniste, Jean-Marie Le Pen, et il n'est pas antisémite également. Merci Jordan. Les amis, on pourrait continuer ce débat encore très très longtemps. On a plein de choses à dire, mais je pense qu'il va falloir aussi se censurer pour laisser place aux minutes qui ont été excellemment préparées juste avant cette émission. En tout cas, les amis, pour vous dire vrai, avant de préparer l'émission, on se demandait si il fallait finalement parler de cette guerre de l'information israélo-Hamas. Est-ce que finalement Israël était déjà en train de perdre cette guerre sur les réseaux sociaux ? On a décidé de parler des réseaux sociaux au sens large, mais finalement on a divagué aussi sur le conflit. Peut-être qu'on reviendra sur ça après, et on reviendra également sur cette marche qui aura lieu dimanche à Marseille, à Paris, qui a été initiée par des élus. Attention, ce ne sont pas les organisations de la communauté juive qui ont préparé cet événement, mais bien des élus. Donc voilà, on fera aussi un retour la semaine prochaine et peut-être qu'on pourra également en débattre. Mais du coup, c'est une marche ou une manif ? Justement, on peut l'annoncer. C'est une marche. De toute façon, on peut l'annoncer, c'est à 17h dimanche l'émission. Elle va partir de la préfecture à 15h. Donc oui, exactement, ça a été initié par les élus de la République. Oui. Et ceux qui entendent bien cette émission, etc., c'est important la présence de jeunes. Je comprends le sentiment des gens qui peuvent avoir peur de venir, etc. À la peur. Il ne faut pas céder à la peur, c'est important. Parce que cette marche, elle a pour but, de montrer, et vu que ça vient de la part de la région et des municipalités, du département, etc., c'est une bonne initiative de leur part, et il faut aussi leur remercier de cette initiative, et je pense que c'est important aussi de participer, afin aussi de montrer notre soutien, et de montrer que nous n'avons pas peur, et que nous négocions pas avec les terroristes, etc. Bon, en tout cas, on espère qu'on n'aura pas que des juifs, encore une fois, dans cette manifestation. Les amis, je vous propose qu'on passe immédiatement à la Minute Mémoire. La Minute Mémoire. Minute Mémoire, Jonas, tu as décidé de nous parler d'un événement qui se déroulera dimanche. Malheureusement, ça sera après la diffusion de l'émission, mais c'est important d'en parler. Les enfants de la Verdière. Alors bon, j'espère déjà qu'on sera nombreux, ce qui n'est pas le cas chaque année. J'espère que vous serez tous là dimanche à 11h à la Verdière, donc c'est 50 avenue de la Rose. 40. Ouais. Bon, c'est là où il y a la pharmacie et le casino. Ouais, le casino. Donc du coup... C'est vraiment les informations marseillaises. Non mais ça va. Là où il y a la lime là, tu sais. Du coup, ce dimanche matin, nous commémorons le 80e anniversaire de la déportation des enfants de la Verdière. Je voudrais vous rappeler ce qui s'est passé il y a à peine 80 ans dans le quartier de la Rose à Marseille. Le château de la Verdière, qui se situait dans le quartier de la Rose, a été ouvert le 24 mai 1943 par l'UGIF, Union Générale des Israélites de France, sur l'ordre de la Gestapo, afin d'y installer des femmes et des enfants juifs arrêtés à Marseille. 30 enfants avec 9 de leur maman ont été placés dans ce château. Alice Salomon a été la directrice de l'établissement. Ces personnes se sentaient alors en sécurité et ne s'attendaient pas à être raflées et d'être tuées après dans les camps de la mort. Le 20 octobre 1943, Chol HaMoed Sukkot,
La Gestapo vient rafler les 30 enfants accompagnés des 9 mamans. La directrice Alice Salomon insiste pour les accompagner. Ils seront amenés à Drancy, puis ensuite à Auschwitz, et aucun ne reviendra vivant. Depuis 1992, la communauté juive, avec l'appui de certains élus, se donne rendez-vous chaque année pour commémorer le souvenir de cette terrible tragédie. Bravo. On vous attend nombreux pour cette commémoration de la Verdière qui se déroulera ce dimanche matin. En tout cas, effectivement, je crois que les EI intrinsèquement sont partenaires de cet événement depuis le début et le sera encore des années et des années. Les amis, je vous propose qu'on passe immédiatement à la Minute Culture. La Minute Culture. Minute Culture. Rachel, tu as décidé de nous parler encore d'un sujet bien gai sur cette émission. Je pense qu'on a validé plein de cases. La nuit de cristal. C'était parce que c'était il y a 85 ans, jour pour jour. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Donc il y a 85 ans, le 9 novembre 1938, se déroulait un pogrom en Allemagne, plus communément appelé sous le nom de Nuit de cristal, qui marquera l'histoire juive et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour toujours. Avant d'en parler, j'aimerais revenir sur la définition de pogrom, qui est un mot russe signifiant dévaster ou démolir violemment. Historiquement, le terme désigne donc des attaques violentes commises sur des juifs par des populations locales non juives dans l'Empire russe et dans d'autres pays. Depuis l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, de nombreuses mesures avaient pour but de pousser les juifs à émigrer, telles que les lois de Nuremberg en 1935 les privant de leurs droits, tels que la citoyenneté allemande, ou encore la confiscation de leur passeport en 1938. Mais le mouvement n'est pas assez... Mais le mouvement n'est pas assez rapide pour les nazis. Alors ils profitent de l'assassinat d'un diplomate allemand par un jeune juif, 2 jours plus tôt, pour lancer la Nuit de cristal, un pogrom de grande ampleur qu'ils font passer pour un mouvement populaire. Le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, l'un des principaux instigateurs des pogroms, laissa entendre à la garde nazie présente que l'assassinat émanait d'un complot de la communauté juive mondiale. Les paroles de Goebbels semblent avoir été prises pour des ordres et déclenchèrent les pogroms. Des violences éclatèrent donc dans différentes régions du Reich entre la fin de soirée et le petit matin, dans la nuit du 9 au 10 novembre. En Allemagne, en Autriche et dans les Sudètes, les émeutiers détruisirent des centaines de synagogues et d'institutions juives. Beaucoup d'entre elles brûlèrent toute la nuit sous les yeux du public et des pompiers, qui avaient d'ailleurs reçu l'ordre de n'intervenir que si les flammes menaçaient les bâtiments voisins. 7500 commerces appartenant à des juifs ont donc été brisés et pillés. D'ailleurs, la nuit de cristal doit son nom aux éclats de verre qui jonchaient les rues d'Allemagne après le pogrom, aux vitres brisées des synagogues, des maisons et des commerces juifs détruits au cours de ces violences. De plus, des cimetières juifs furent profanés dans de nombreuses régions. Même si tuer ne figurait pas dans les directives centrales, la nuit de cristal coûta de nombreuses vies. Le chiffre officiel diffusé par les fonctionnaires allemands après cette nuit est de 91 juifs décédés, mais des études récentes suggèrent qu'ils ont été des centaines. Ce pogrom a également mené à l'arrestation de 30 000 hommes juifs qui seront transférés dans des camps de concentration. Certains ne reviendront jamais, les survivants furent lâchés dans les 3 mois qui suivirent, mais durent s'engager à quitter l'Allemagne. De fait, la nuit de cristal entraîna une accélération de l'émigration des juifs d'Allemagne pendant des mois. Au lendemain du pogrom, de nombreux dirigeants allemands critiquèrent les lourdes pertes matérielles produites par les émeutes antisémites. Ces mêmes dirigeants décidèrent néanmoins de saisir l'occasion pour prendre des mesures d'élimination des juifs et leur prétendue influence sur la sphère économique allemande, leur disant que c'était clairement de leur faute. Les violences firent les gros titres de la presse américaine qui rapporta l'attaque nazie sur la population juive en première page et dans de nombreux articles au fil des semaines. Au cours de la période nazie, aucun autre événement lié à la persécution des juifs ne suscita l'intérêt des journaux aussi largement et avec autant d'attention. La censure allemande tenta de bloquer les photos de cette nuit afin qu'elles ne soient pas diffusées dans la presse américaine. Life Magazine parvint tout de même à en publier dans son numéro du 28 novembre 1938. Et de toutes les unes parues à l'époque, c'est peut-être celle du Los Angeles Examiner du 23 novembre qui résume le mieux le danger que couraient les juifs sous le régime nazi. Je cite, « Les nazis alertent le monde, les juifs seront éliminés si les démocraties ne les évacuent pas ». Lors de sa conférence de presse du 15 novembre 1938, une semaine après cette nuit terrifiante, le président Roosevelt dénonça l'attaque terroriste de l'Allemagne nazie contre les juifs. « J'ai moi-même eu du mal à croire que de telles choses puissent se passer dans une civilisation du XXe siècle », a-t-il dit. Cette même phrase aurait d'ailleurs pu être répétée il y a un mois maintenant, mais au XXIe siècle. Bravo. Oui, ce serait 1 heure. Voilà. 1 heure constructive. Minute culture, merci en tout cas pour cette belle rasera. Je vous propose de passer à une minute. Alors si celle-là, elle est rasera, je comprends plus rien. La minute e-sport. La minute e-sport. Minute
e-sport. Nathan, tu as décidé de revenir sur des sujets d'actualité e-sport, bien évidemment. Évidemment. Et quel sujet d'actualité si ce n'est le jour de la diffusion de l'émission cette semaine à Marseille. Les héros sont de retour au Parc Chano pour la 9e édition du Hero Festival le 11 et le 12 novembre. Donc aujourd'hui même, manga, comics, cosplay, concert, l'événement vous propose 2 jours de programmation continue pour explorer le monde des héros. Plus de 40 000 visiteurs sont attendus pour découvrir l'univers des 200 exposants et artistes. En guest star, l'acteur américain de la mythique série télé MacGyver, Richard Dean Anderson, sera présent. Un espace de 2000 m² entièrement dédié au e-sport dans le cadre de la première édition de son e-sport Festival 13. Alors au programme, un tournoi EA Sport FC 24 sur 200 m² où 64 joueurs seront en compétition. Un espace de réalité virtuelle sur 200 m² proposant différentes animations, du tennis de table, un simulateur de conduite, de la pétanque, du bowling ou même du basket, un espace sport connecté de 150 m² avec du kayak, du vélo, du ski et des jeux de réflexe, et même un espace free play permettant aux festivaliers de jouer à FC24, donc le nouveau FIFA, à Chess, donc les échecs, Just Dance, Mario Kart, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques ou encore Wii Sport. Par ailleurs, un espace de prévention permettra de sensibiliser les joueurs aux dangers et aux bonnes pratiques d'utilisation des écrans et des jeux vidéo. La scène e-sport animée par Fred Zolfanelli sera le cœur battant de l'événement tout le week-end. Au programme Final e-sport, show match, table ronde, conférences, défilé cosplay et bien d'autres. Si vous voulez tâter de la manette ce week-end, rendez-vous au hall 2 du Parc Chano pour plier le game. Bravo. Allô, ça m'intéresse pas du tout les jeux vidéo, mais ça m'arrive. Dans la vraie vie. L'émission peut durer 8 heures, mais on va décider quand même qu'elle dure que 55 minutes. Alors les amis, je vous propose qu'on passe tout de suite à la minute promo. La minute promo. Minute promo, les amis, comme vous le savez, les informations des étudiants, de la jeunesse, des rassemblements, etc. Bah, je vous écoute. Peut-être Madame Eden ? Rapidement. Il y a la convention nationale de l'UEJF la semaine prochaine. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Comment on s'inscrit ? À Marseille. Comment on vous s'inscrit ? avez sur tous les groupes UEJF, UEJF officiel, UEJF Marseille. Vous pouvez, UEJF officiel sur Instagram. Vous pouvez retrouver le lien pour accéder à la billetterie et prendre votre place. Et vous avez des numéros. Si vous avez des questions, il y a notamment le numéro de Gina si vous voulez l'appeler pour avoir. On va pas le donner à la radio si vous voulez. Et qu'est-ce que la convention UJF ? La convention UJF, c'est le rassemblement de tous les étudiants juifs de France. Ouais. Donc pour ceux qui veulent trouver leur mazal ou leur khatan, ils peuvent y aller aussi. Non, évidemment, c'est pas que ça. C'est surtout un Shabbat qui va réunir pas mal de personnes, de personnalités, des étudiants aussi, et ça sera clôturé par une soirée de gala. Donc j'invite vraiment à tous les jeunes à s'inscrire. C'est important, surtout en ce moment. Je pense qu'on a besoin de se rassembler et aussi pourquoi pas passer un bon moment avec d'autres étudiants, faire des connaissances et apprendre aussi d'autres choses que c'est toujours être bercé dans les informations. Peut-être à ce moment-là, ce week-end-là, ça sera un peu dépaysant pour certains. Très bien. Ouais, moi j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Les EI reprennent enfin les activités. Bravo. Ouais, ils pouvaient plus les faire à cause de l'actualité. Ça y est. Ouais. Ce dimanche, ça reprend donc une semaine sur 2. D'accord. Allez aux EI. Très bien, bravo. Et comment on s'inscrit ? Il y a non pas le Facebook, l'Instagram EIFMRG. Et t'achètes une tente aussi. Très bien. Demain, il y a une soirée qui est organisée ici à Fleg et Fonds Social, à l'espace Paul Benaïm. Donc c'était avant. Bring them home. Ensuite, on a la commémoration de la Verdière le dimanche matin à 11h. À 15h, la manif. 17h, les prières pour les otages à Breteuil. Et 17h, les prières à l'autre. Et surtout, la diffusion de Radio Jeunesse Marseille à 17h aussi dimanche. Donc, bien évidemment, toutes ces informations sont obsolètes. Merci. Que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Non, super, on verra pour cette information plus tard. Merci beaucoup, les amis, pour cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Radio JM, bien évidemment, en live à 17h tous les dimanches, en podcast sur radiojm.fr, sur YouTube, sur Spotify en podcast vidéo et sur Instagram, Radio Jeunesse Marseille by Noé. Bref, pour nous, les réseaux, c'est pas une play fidèle. Exactement, nous, c'est un outil. Merci infiniment de nous avoir suivis et les amis, à la semaine prochaine. Okay.